Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Jérôme Cahuzac, pour nous, est le représentant idéal de l'oligarchie. J'ai bien envie qu'on parle d'abord du procès Cahuzac, parce que vous l'avez suivi. C'est plutôt toi, Monique, qui l'a suivi, ce procès. Oui, enfin... D'abord, pourquoi s'intéresser à ce pauvre bougre ? C'est pas un pauvre bougre au départ, c'est-à-dire que nous, on l'a rencontré avec Michel en juin 2011 pour la réédition du Président des riches, notre best-seller sur Nicolas Sarkozy et son oligarchie proche. Il prétendait qu'entre la première édition 2010 et les mois qui ont suivi, qu'il avait raboté pas mal de niches fiscales qu'on avait dénoncées. Et puis, avec Michel, on suivait ça bien dans la presse pour la réédition. Et puis, pas moyen de comprendre qu'est-ce qu'il avait exactement raboté. On voyait pas. Comment il avait fait, il donnait des chiffres et puis on n'arrivait pas. Et puis, il fallait donner le manuscrit à la découverte au mois de juillet. Donc, vers le 15 juin, quelqu'un me donne le portable de Jérôme Cahuzac en me disant « Tu peux l'appeler de ma part sur son portable ». Il était à l'époque président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et banco, il me donne un rendez-vous pour le lendemain. Et ce qu'il nous apprend est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas eu de rabotage. Et c'était tout à fait normal qu'on n'y comprenne rien. En réalité, ça a été simplement un changement de ligne comptable. C'est-à-dire que c'est passé du statut de niche fiscale à une ligne comptable qui s'appelle MPCI. Alors, MP, ça veut dire modalité particulière de comptabilité des impôts. Personne ne connaît ça. Et donc, comme ça, ils ont fait passer des milliards d'euros. Milliards ? Oui, des milliards sur cette ligne. Et du coup, on avait l'impression que le Chevalier Blanc avait fait son travail. Et par exemple, c'est Jérôme Cahuzac qui nous a appris que le bouclier fiscal, qui est une niche fiscale, n'avait jamais figuré au titre des niches fiscales. Enfin, tout ça, c'est le langage de la Cour des comptes. Hein. Ça revient au même. Là, avec Michel, on s'est dit que c'est quand même curieux, ce ministre du budget qui était si sympathique, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il veut blanchir Éric Woerth ? Pourquoi est-ce qu'il se précipite à faire ça alors qu'il y a tant de choses à faire ? Ça nous a paru curieux. Du coup, on a décidé, c'est notre méthode de travail, d'ouvrir un cahier. On s'est dit, on va voir, on note ça. Quand l'affaire Cahuzac est tombée, c'était quand même une situation pour nous deux sociologues en or, puisque le gendarme était fraudeur lui-même. Et donc, il n'allait pas, lui, se dénoncer lui-même. Enfin, bref. Et puis, de toute façon, ce que nous a appris le procès Cahuzac, venons-en au cœur du problème, c'est que, précisément, la fraude fiscale, les comptes offshore de Jérôme Cahuzac étaient connus de l'administration fiscale, c'est avéré maintenant grâce à ce procès, depuis le début des années 2000. C'est-à-dire que lorsque Mediapart, le 4 décembre 2012, croit avoir fait une trouvaille absolument extraordinaire, l'administration fiscale au plus haut niveau de la Direction nationale des enquêtes fiscales, l'ADNEF, était au courant. Et ça veut donc dire que Pierre Moscovici était au courant. Bien sûr. Ça veut donc dire que Hérault était au courant. Absolument. Hollande était au courant. Et d'ailleurs, au procès, Jérôme Cahuzac on lui a dit, mais vous avez menti au président de la République quand vous avez dit les yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte. Et là, il a dit non, ça s'est pas passé comme ça, on m'a pas posé la question. Alors, j'ai menti par omission, mais la question ne m'a pas été posée. Depuis quand on sait que le gouvernement le savait ? C'est moi qui vous l'apprends. D'accord. C'est moi qui vous l'apprends parce que ça a été au procès Cahuzac que je l'ai appris. C'est lui qui le dit ou c'est... Non, alors c'est ça qui est intéressant. Parce que si c'est lui qui le dit, c'est qu'il veut mouiller tout le monde. Non, c'est pas lui qui l'a dit. Alors, comment on l'a su ? Grâce aux avocats des banquiers suisses. Les 2 derniers jours, les avocats des banquiers se sont posés et calmement ont fait leur démonstration, année par année, qui savait quoi. Et ça, c'était extraordinaire. Et ils ont dit, mais le problème, madame la procureure, ce n'est pas la Suisse, le problème. Nous, on vous le dit, c'est l'administration fiscale française qui savait tout ça, mais qui n'a rien fait. Car pour l'administration fiscale française, le mot d'ordre est « ne rien faire est agir ». Mais alors, comment est-ce que le gouvernement français peut choisir un tel ministre du budget, sachant ça ? Daniel Mermet, si vous aviez vraiment mémorisé l'ensemble des livres que nous avons publiés,
Vous ne devriez pas être aussi étonné que ça. C'est-à-dire que nous sommes face à une classe sociale qui est tellement petite et qui s'accapare pourtant toutes les richesses et tous les pouvoirs, que si vous voulez, on est tout le temps dans la corruption de fait. On est tout le temps dans une collusion d'intérêts. On est toujours dans la synthèse des intérêts de l'oligarchie. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin. Et la réponse, aucun moment. Et la réponse, À aucun moment. À aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés. C'est-à-dire que l'oligarchie, elle reproche une seule chose à Jérôme Cahuzac, c'est d'avoir craqué. Voilà. C'est ça. Alors, pourquoi je dis que le réquisitoire de 3 ans de prison n'est pas du tout à la hauteur de la gravité du réquisitoire du parquet national financier, qui a quand même dit qu'il avait trahi la France, trahi le secret médical, trahi des tas de choses. Enfin, c'était une avalanche de reproches d'une vivacité incroyable. Et puis, quand les sanctions arrivent, alors là, les bras nous en tombent, parce que 3 ans de prison ferme, c'est rien. Là, il avait toutes les circonstances aggravantes. Après l'affaire Cahuzac, les socialistes sont montés vent debout, ont fait toute une communication absolument incroyable. Désormais, ça ne pourra plus se reproduire. On va aggraver les lois. Et par exemple, pour le blanchiment de la fraude fiscale, on va passer de 5 ans d'emprisonnement à 7 ans. Donc, avant l'affaire Cahuzac, c'était 5 ans. Après, c'est 7 ans, et lui, on lui colle 3 ans. D'accord ? Ensuite, ce que redoutait le plus Jérôme Cahuzac, c'était d'être arrêté au moment du délibéré. Monsieur, cette nuit, vous dormirez au dépôt. L'humiliation suprême des comparutions immédiates quand on est pauvre, et voilà. Et puis surtout, l'inéligibilité à vie, compte tenu quand même de la gravité de la trahison qu'il a faite de la République et de ses élus et de sa représentation nationale à l'Assemblée nationale. Eh bien non, c'est 5 ans. 2022, c'est demain. Il pourra donc se représenter... Non, quand même. Il se représenterait, vous pensez ? Je ne sais pas, je peux toujours faire... Il pourrait. Je sais que les Balkany existent, que Nicolas Sarkozy existe, qu'on peut avoir des... La fraude fiscale aujourd'hui est ce qu'elle est. Elle est aussi énorme qu'elle l'est parce que c'est une façon d'être, un comportement banal dans la haute société riche. Il y a peut-être des exceptions, mais en tout cas, c'est majoritaire, largement majoritaire, et on s'en aperçoit avec les lanceurs d'alerte qui mettent des listes à la disposition des pouvoirs publics, et on se rend compte que là, il y a vraiment des fortunes, beaucoup de fortunes, mais qu'il y en a bien peu qui ne margent pas là-dessus. Autrement dit, on est dans une situation où le comportement du point de vue des impôts des gens qui ont les revenus les plus élevés et les patrimoines les plus importants, le comportement est un comportement de fraude systématique, de refus de collaborer aux recettes de l'État comme ils devraient y collaborer selon la loi. Donc ils sont hors la loi. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il n'y ait pas plus de gens qui soit passent devant les tribunaux et soient jugés pour 30 ans, parce que je demandais à Michel, en quoi est-ce que cette classe sociale ou cette catégorie a changé ? C'est surtout le fait que depuis 86, donc il y a eu la chute du mur de Berlin en 89, et là c'est le tsunami, c'est-à-dire que il n'y a plus de contre-pouvoir à l'Est. Il n'y a plus personne pour faire peur aux riches. Voilà, et du coup ça devient une oligarchie occidentale, mais qui se mondialise à l'échelle de la planète. Ouais. Et du coup, il y a une violence de cette mondialisation de l'oligarchie, parce que ça lui donne une force, puisque nous, on est des peuples et on est loin d'eux, loin dans les têtes et puis loin dans l'espace. Tout ce qui se passe à Bruxelles, on n'y a pas accès. On n'est plus dans des systèmes démocratiques. Ils ont tout bouleversé, tout bouleversé. Donc il y a une violence de cette oligarchie qui s'est démultipliée. J'arrive pas à dire si c'est décuplé 100 000 fois plus forte, mais c'est absolument étonnant ce qui nous arrive. C'est étonnant. Décuplé sur le pouvoir financier, le pouvoir intellectuel, le pouvoir policier. Tous les pouvoirs. Ouais.
tous les pouvoirs culturels, médiatiques, financiers, économiques, symboliques. Ils s'accaparent tout. Quand on est riche, on est bien. Bien dans son corps, on a bon teint. On peut s'économiser, on n'est pas là à transpirer. Quand on est riche, on sent bon. Quand on est riche, on fait pas le ménage. Non, enfin, on peut quand on veut partir en voyage. On a un 4x4 imposant, alors on peut rouler sans peur. En cas d'accident, c'est l'autre qui meurt. L'affichage a fleuri dans les rues du Très-Bourgeois, 16e arrondissement de Paris. Un centre d'hébergement d'urgence en préfabriqué ici, à l'orée du bois de Boulogne. C'est mon fils, c'est du poulet. Construire là, dans le bois de Boulogne, à la lisière du 16e, c'est de la provocation. Les gens qui payent un appartement 10 ou 15 000 euros le mètre carré et qui ne vaudra plus rien du tout l'appartement, vous mettez-vous à leur place. Hein? Alors ils ont fait fuir tous les gens riches de France, qui sont partis en Belgique, en Luxembourg, et bien ils en partiraient encore plus. Alors les pauvres, qui c'est qui les crée les pauvres? C'est ces socialistes qui créent les pauvres. Et là, c'est quelque chose qui vous a donné raison quand même, sur votre boulot, sur surtout ce que vous avez mis en lumière. C'est à quel point cette classe sociale est solidaire, sait s'organiser, de façon souvent désintéressée, au moins en apparence. Et là, elle a montré sa cohésion, sa solidarité. Monique ? Oui, et sa violence verbale. Oui, Parce très que violente, c'est ça. d'habitude, la violence visible, c'est plutôt du côté des ouvriers, des syndicalistes qui arrachent une chemise. Ce qu'on appelle, voilà. Qui arrachent des chemises, c'est ça. La violence des riches, c'est une violence invisible, mais qui a des conséquences criminelles épouvantables. Ce qui est en jeu avec cette construction de locaux pour abriter des gens qui sont dans un grand désarroi, une grande misère, ce qui est en jeu, c'est l'entre-soi. L'entre-soi cultivé par la grande bourgeoisie qui fait en sorte que ces enfants fréquentent les mêmes établissements, que les lieux de loisirs au bord de la Méditerranée, par exemple, le parc de Saint-Tropez. Le parc de Saint-Tropez, c'est un très grand lotissement à proximité immédiate de Saint-Tropez qui est occupé par des personnes qui sont chefs d'entreprise et qui... C'est un communautarisme social. Oui, c'est ça. Il y a Bernard Arnault, François Pinault, Albert Frère. Et l'espace qui est très grand, ça fait des hectares, est privatisé. Et ce qu'ils veulent avec cet entre-soi, c'est rester ensemble. Et c'est une manifestation que là, on a affaire à une classe sociale qui est consciente de ses positions dans la société et des conditions pour que ça dure. Est-ce qu'ils parlent comme vous ? Est-ce que ce monde-là que vous connaissez utilise le langage, comme Michel est en train de parler de classe sociale, etc. On voit là, c'est quand même un langage de sociologue. Est-ce que eux disent la même chose ? Oui, nous sommes. Comment ils se décrivent ? Non, parce que il faut absolument qu'ils dénient l'idée même de la classe. Donc ils se vivent pas comme une classe. Ils se vivent comme une classe, ça si, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'ils cachent aux autres cet arbitraire de leurs privilèges. Ça doit être caché. Mais eux, ils ont parfaitement conscience d'être une classe sociale, mobilisée. D'ailleurs, ils fonctionnent entièrement sur le mode de la cooptation, avec des systèmes de parrainage. Ils ne demandent pas aux sociologues de dire qui fait partie de la classe ou pas, c'est eux. Ils sont très bons sociologues, c'est eux qui définissent les limites. Et puis, ils ne se trompent pas. Oui. C'est le seul groupe social qui édite des annuaires sur lesquels la classe apparaît très clairement. Alors vous avez par exemple les annuaires des anciens des grandes écoles de l'ENA et puis des écoles privées. Et il y a le Wouzou et il y a le Bottin mondain. Pour être tout à fait honnête,
j'ignorais que le bottin mondain existait toujours. La lecture de l'étude très détaillée que lui consacre Cyril Grange chez Fayard m'a démontré que loin d'être une institution périmée, cet annuaire de l'élite autoproclamé revêt encore pour celle-ci une réelle importance, et ce depuis 1903, date de sa création, 15 ans après son aîné américain, le Social Register. On est candidat à l'inscription examinée par un comité qui se réunit chaque semaine. Et même si les conditions d'admission sont assez floues, il est évident que la noblesse de titre et la bourgeoisie d'affaires y sont largement majoritaires. Le bottin mondain est un repère social qui varie au gré des vents. Pétainiste pendant la guerre, il est gaulliste à la Libération. Rien d'innocent dans tout cela. Vous êtes allé les voir, ces gens-là, depuis fort longtemps, mais eux n'apparaissent pas sur la scène médiatique. C'est les politiques qui sont devant et qui parlent en leur nom, qui les servent, oui, pourquoi pas, on peut tout à fait dire ça. Et c'est contre les politiques que l'opinion va se mobiliser, va dire quel salaud, celui-là il a menti, etc. Mais c'est leur job aussi, les politiques, de faire ça, non? C'est ça que vous avez pigé ou... Ah, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont... Et eux sont tranquillement, ils sont à Saint-Tropez, ce que dit Michel, ils sont tranquillement chez eux. Les autres font le boulot, c'est les politiques qui font un peu le sale boulot. Oui, c'est ça, ils ont des personnels de service, quoi, à tous les niveaux, depuis le balayage de leur maison jusqu'à la politique, les députés qui doivent être à leur service. C'est absolument incroyable comment, justement, ils arrivent... là, hier, j'ai appris que même la Philharmonie, l'opéra, tout ça est dirigé par des gens qui sont vraiment liés directement à cette oligarchie. Donc, ils captent vraiment tous les pouvoirs. Et c'est ça qui est important à comprendre. Quand on vous écoute, on dit, ça fait un peu complot ce qu'elle raconte, là, Monique. Non, on décrit simplement tout tranquillou. On vous décrit une classe normalement marxiste. Et on en a décomposé, Michel et moi, tous les mécanismes de fonctionnement. La grande bourgeoisie, ceux dans le vivier de ces rejetons, fait en sorte qu'une bonne part réussissent dans leurs études, réussissent dans les écoles les plus payantes, déjà pour que les enfants puissent y être, et aussi ensuite, cet argent est largement récupéré par la place que ces enfants vont occuper dans la société. Au fond, on arrive sur quoi, là? On arrive sur l'idée de transmission. Il y a une aristocratie de l'argent qui fait que la mobilité sociale aujourd'hui dans notre pays est extrêmement faible. C'est ça. On a l'impression que ça n'a pas changé depuis le 19e siècle. Ah ben, tout change pour que rien ne change. C'est ça. Ça, c'est absolument extraordinaire. Ouais. Du coup, à la boulangerie comme ailleurs dans les rues, il n'y a que des riches à Neuilly. Je ne sais même pas comment les autres regardent les émigrés quand ils passent ici, parce que j'en ai jamais vu. Je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas par ici, je ne sais pas. Il n'y a aucune interdiction. Oui, même quand je sors les beaux jours au soleil en bas, eh ben, j'en vois pas. D'abord, tout ce que vous dites là n'est pas très encourageant finalement, pour que ça change et que ça bouge ce que vous souhaitez dans l'existence. Or, il y a eu un moment là où vous êtes mêlé aussi, où vous êtes allé voir, ça a été ces derniers mois le mouvement Nuit debout, qui est assez surprenant. Ce mouvement, il n'y avait pas beaucoup de choses qui ont ressemblé à ça dans le passé. On a essayé de faire des comparaisons. On s'est dit, non, c'est assez curieux. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? C'était assez encourageant, ce moment. Moi, je trouvais personnellement l'idée géniale. D'abord parce qu'on est proche de François Ruffin et de Frédéric Lordon, qui était derrière cette initiative, enfin, disons, un des initiateurs. Et cette idée d'occuper l'espace, d'être visible. Parce que c'est ça, il faut être visible dans nos luttes. Et c'est pourquoi nous disons toujours que les manifestations devraient être systématiquement, ou en tout cas beaucoup plus souvent, organisées dans les beaux quartiers. Ah bah oui. Parce que voilà, le centre d'hébergement pour sans-abri dans le 16e arrondissement, ce qui les gêne, c'est que les enfants vont voir la misère. Ils l'ont dit, les grands bourgeois, nos enfants vont être confrontés à la misère. S'ils étaient confrontés à des ouvriers en colère, à des gens avec des drapeaux rouges, des casseroles, des gens... Nous, on crie dans les manifestations, on fait du bruit, on serait visible et ils nous entendraient. Et les caméras de télévision viendraient filmer les gueux dans les beaux quartiers. Ça donnerait des sujets fabuleux. Non, mais c'est surtout, Daniel, je dirais volontiers en conclusion, que nous, on aspirerait vraiment à pouvoir se mettre à la retraite. Mais si vous voulez... Non, mais si, mais pourquoi? C'est parce que tous les jours, toute l'actualité nous donne raison. On rêverait d'avoir tort.
Ce qui nous stimule vraiment pour travailler, pour faire ce que nous avons fait là depuis 30 ans, c'est de donner des raisons de se révolter. Voilà. Pas mal comme formule Ouais. pour finir. Merci tous les deux. Merci.